Merci beaucoup, Charles. Alors, je ne sais pas si tout le monde est de retour parce que, bon, c'est ici que la plénière va se passer. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'entrer. On va laisser le temps aux gens de faire la transition. Et bien sûr, on va discuter. On veut digérer toutes ces discussions, les 3 séances qui viennent d'avoir lieu cet après-midi. Donc, c'est le temps de partager, préparer vos arguments, vos observations, vos constats, ce que vous avez retenu ou ce que vous avez appris. Peut-être même des anecdotes. Moi, je sais que je me suis promenée là, dans les 3 séances, donc j'ai pas été attentive complètement du début à la fin dans une séance en particulier. Mais j'ai entendu des super belles discussions entourant, entre autres, la fameuse carte santé de l'île du Prince-Édouard. J'étais là quand on a parlé de ça et j'ai trouvé ça génial. Très belle présentation de la part de... Attendez, je ne me souviens pas, mais là, laissez-moi 2 petites secondes. Je pense que c'est Élise. Oui, c'est Élise. Alors, très belle présentation. Donc, j'ai retenu ça. J'étais là quand ça s'est passé. On a aussi, du côté du groupe de la petite enfance, parlé de tricot. Alors, très belle initiative où on veut voir la dextérité des enfants à travers le tricot. Super belle présentation. Je pense que c'est Dr. Hélène Deschaines qui a parlé de ça. Une belle anecdote où je retiens, je prends mes petites notes là. On dit toujours, ça prend une communauté hein, pour éduquer des enfants. Donc, chaque petit geste de tous les jours peut on peut voir à travers ça les forces et les défis de nos enfants. Donc, c'était super. Et ensuite de ça, dans l'autre séance où on parlait en fait des enjeux et des défis de l'offre et de la demande de services de santé en français en contexte minoritaire. Belle anecdote sur la petite Adèle qui avait mal au ventre, qui est allée à l'urgence, pas capable de se faire comprendre. Sa maman était là comme interprète. Très belle anecdote et puis très belle présentation sur formation en ligne sur l'offre active des services en français. Donc, je pense que ça, c'est en Ontario que ça se passe. Diane Quintac qui avait fait cette présentation-là. Alors, je peux pas nommer tout le monde, mais voici ce que moi, j'ai retenu en me promenant un peu partout. Donc, on va digérer tout ça. On va en parler. On a simplement 30 minutes, donc 10 minutes pour chaque séance. Comment on va procéder? On va y aller une séance à la fois. Alors, ceux et celles qui ont participé à la séance, vous allez pouvoir discuter, parler. Je vous demanderai de, s'il vous plaît, vous identifier dans le chat. C'est toujours plus facile pour moi de modérer avec le chat. Alors, je vois déjà qu'il y a des gens qui ont écrit. C'est très intéressant, un centre de... Bon, alors, on y va avec la première séance. Des communautés outillées et engagées en faveur d'une petite enfance en santé. Alors, qui aimerait commencer? Qui aimerait prendre la parole? Est-ce que, peut-être que quelqu'un du groupe, je vois Madame Desaulniers. Madame Desaulniers, peut-être que vous pouvez nous faire peut-être un résumé de qu'est-ce qui s'est passé ou peut-être que vous avez quelque chose à dire sur cette séance-là. Ah, vous n'étiez pas là, excusez-moi, Madame Desaulniers. Excusez-moi. Docteur Hélène Deschaines, justement, est-ce que ça vous tente de jaser un peu? Les gens sont timides. Personne ne veut prendre la parole. Vous ne pouvez pas me laisser ici 30 minutes, là. Si on veut peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la main levée? Non. Ah oui, il y a Émilie Albert. Oui, je peux y aller. Oui, Émilie qui animait la séance. J'animais la séance. On avait vraiment un beau panel composé de Frédéric, de Marie-France, du docteur Deschaines et de Sandra. On a vraiment parler assez large de toutes les activités qui sont proposées dans les régions, dans chacune des régions, provinces et territoires pour les tout petits, donc les 0 à 6 ans. Donc, ça va des activités qui sont menées en plein hiver, comme le programme Minicilla, avec des tout petits, je ne sais pas si vous avez entendu cette partie, Véronique, mais des tout petits qu'on amène dehors. Même s'il fait froid, on les couvre correctement. Puis, ils vont faire des activités en extérieur, du ski de fond, voilà. Beaucoup de choses qui sont proposées, des vidéos, des appuis aux parents, des groupes de soutien, de la formation, enfin beaucoup de choses sont proposées pour la petite enfance avec ce programme-là qui est financé par la SPC depuis 2019. Donc, le docteur Deschaines aussi nous a présenté le modèle de pédiatrie sociale qui est vraiment très intéressant. Et puis, elle nous a parlé aussi des
du dépistage précoce. Comment est-ce qu'on fait pour dépister? Et puis que ça c'est là l'idée du tricot, hein? C'est là l'idée du tricot que j'avais trouvé génial parce que c'est compliqué des fois de voir les forces et les défis de nos enfants, surtout en petite enfance. C'est difficile à déceler parfois. Alors, à travers les activités, on vient qu'à savoir, OK, peut-être qu'il y a un petit défi de dextérité ici, de motricité, peu importe. C'était ça l'histoire du tricot, hein? C'est ça. Ouais. Avec des activités ludiques, on arrive à faire du dépistage. Donc ça, c'était une petite partie effectivement de nos discussions, mais comme vous avez dit tout à l'heure, ça prend toute une communauté, ça prend des collaborations intersectorielles, ça prend des collaborations interprovinciales quand un outil est développé. Je pense par exemple au cœur des émotions, un petit guide au Yukon, on va aller le montrer ailleurs et puis ça peut s'adapter, voilà, de l'adaptation et puis voilà, c'était vraiment une belle discussion. Super. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renchérir toujours les gens qui ont participé à la fameuse discussion des communautés outillées et engagées en faveur d'une petite enfance en santé? Je retourne peut-être. Véronique, oui, moi allez-y. j'aurais quelque chose à dire parce que j'ai assisté à cette séance. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Oui, moi c'est Adam Berada de la SSF. Ah, Adam, bon. Je ne vous avais pas reconnu, Adam, je ne vous vois pas, là. Je suis un peu dans le néant. Autant pour moi, je croyais comme vous voyez, mais bon. Donc en fait, ce que j'ai adoré, c'est de voir la diversité donc, des outils qui ont été mis en place justement pour la petite enfance et qui, par la force des choses, se trouvent être aussi des outils pour les parents. Parce qu'à travers les soucis de la petite enfance, on a aussi les préoccupations des parents. Ce qui fait qu'on a des fois des activités qui vont se faire en commun, on a des familles qui se rencontrent justement à travers leurs enfants, et là, ça aide justement à construire donc de belles communautés. Et j'ai entendu des histoires, surtout quand ça se passe en Grand Nord. Moi, quand Sandra Saint-Laurent a parlé donc des difficultés qu'elle pouvait avoir à certaines périodes de l'année à envoyer ses enfants dormir parce qu'il faisait toujours jour, ou aller réveiller le matin pour aller à l'école parce que c'était la pleine nuit, la période justement où la nuit durait tellement longtemps. Je me suis dit, mais franchement, rien que ça, c'est un exploit. Frédéric nous a parlé aussi, donc, entre autres ressources, donc, de tout ce qui était mis en place aussi dans les associations d'accueil de nouveaux arrivants, quelque chose dans laquelle je me suis reconnu moi aussi, parce que j'ai vu dans certains de ces centres, pas forcément en Saskatchewan, mais dans notre province, qu'il pouvait y avoir aussi des ressources psychologiques pour les enfants de nouveaux arrivants qui supportaient mal justement cette migration ou ce changement dans leur nouvelle vie. Bref, c'était une séance très enrichissante. Oui, aussi le modèle de la pédiatrie sociale par le docteur Deschênes, justement, ça m'a rappelé aussi, elle a évoqué un peu la petite maison dans la prairie, ça m'a rappelé aussi un temps un peu nostalgique du temps où quand un enfant sortait dans son quartier, dans sa rue, c'était un peu l'enfant de tout le monde, c'était un peu l'enfant de la communauté, donc il pouvait presque s'adresser à n'importe quelle maison dans le voisinage, on allait le considérer comme un membre du foyer et lui prêter donc main forte pour tous ses besoins. Et on a perdu ça. Et on a perdu ça beaucoup avec, d'une part avec la pandémie aussi, parce que tout le monde était déjà un peu, surtout les enfants, déjà un peu connectés différemment. Moi, je sais que mes enfants, des ados, ils communiquent très différemment. Moi, je passais des heures au téléphone, mais les ados, c'est Snapchat, c'est TikTok, c'est, Instagram. Ils communiquent beaucoup comme ça entre eux et la pandémie a fait que ça, c'est devenu encore pire parce que là, ils communiquaient que comme ça. Il n'y avait plus de contact humain. Alors, pour les enfants, c'est difficile de les voir un peu isolés. Je trouve que ça les isole beaucoup, les enfants, quand ils sont sur leur bidule électronique. Forcément pas au parc ou encore, alors que nous, quand on était jeunes, les voisins venaient jouer à la maison, c'était tout le temps les communautés. Même que j'ai même vu, à un moment donné, ma fille, quand elle avait peut-être 13, 14 ans, au début de son adolescence, là, on parle pas de la petite enfance, mais quand même, les enfants, ils sont initiés à ça très, très tôt, très, très jeunes, ils ont des bidules. Et puis là, elle reçoit des amis à la maison et les amis sont tous sur leur appareil.
et elles ne parlent pas, elles ne discutent pas, elles sont sur les appareils. Et là, je me dis, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous ne parlez pas, il n'y a pas d'interaction, tu sais. Mais bon, et ça commence très jeune, même à la petite enfance. Je vois mes neveux, mes nièces, c'est comme. Et la pandémie, c'est ça a fait ça aussi pour les petits enfants, les plus jeunes, parce qu'il fallait que les parents les occupent alors qu'on travaillait de la maison, puis il y avait des tourbillons. Partout, tu sais, on avait des rencontres, puis là, il y avait des parents qui pouvaient pas gérer les enfants en même temps. Donc, c'est sûr que les bidules électroniques sont devenus un peu forcément un outil. Tu sais, on va dire ça, c'est plate, là, mais c'est devenu un outil. Non, ça a été très intéressant, cette discussion. Merci, Adam, pour le compte-rendu. C'est très gentil. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... il nous reste 4 minutes pour ce sujet. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ah, quelqu'un tousse? Il y a quelqu'un qui tousse? Est-ce que c'est signe que quelqu'un veut se prononcer? Sinon, on peut passer à la prochaine séance. Des données qui informent et guident ressources, services et lois. Tantôt, je parlais de Madame Desaulniers. Je suis allée vous chercher pour un différent panel et j'ai vu votre réaction. Et là, je me suis dit, là, Véro, là, t'as pas le bon sujet. Parce que je connais Madame Desaulniers. Je l'ai déjà reçue en studio et j'ai vu sa réaction. Donc, peut-être aussi, avant de parler avec Madame Desaulniers, peut-être Charles, qui était à l'animation, Charles, de ce panel, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit compte-rendu? Est-ce qu'il est toujours là? Non? Bon, alors, est-ce que Mme Desaulniers pourrait nous faire un peu un compte-rendu de ce qui c'était intéressant, les conversations dans votre séance? Oui, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que il y a quelqu'un qui a mentionné, on a fait du chemin, même si il reste beaucoup de travail à faire au niveau des données, ne serait-ce la réalisation de l'importance des données pour être capable d'influencer la prise de décision, d'influencer la planification pour que, ultimement, les gens aient accès à des meilleurs services de santé, puisque c'est ça la raison d'être, là. Mais moi, je me souviens qu'il y a quelques années, cet argumentaire-là, même entre nous, était encore à faire. Donc, moi, je trouve ça fascinant de voir ce progrès-là. Je trouve ça fascinant de voir comment les initiatives se prolifèrent et que à travers différents projets, on bâtit collectivement notre capacité de mieux comprendre, intégrer des données dans nos conversations, dans nos outils, dans le travail que nous accomplissons au jour le jour. Fait que c'était vraiment intéressant aussi d'entendre parler d'offres et de demandes, de capacités et de besoins. Ça aussi, c'est des mots maintenant, je sens que les gens sont ralliés autour de ça. Donc, dans notre séance, on a aussi parlé de la Société Santé en français, évidemment, qui a une stratégie de données au cours des 2 dernières années qui a été déployée, qui était comme le parapluie de beaucoup de ces initiatives-là, puis de la nécessité de poursuivre ça dans l'avenir, dans la continuité, mais aussi de saisir les opportunités. Je pense que tout le monde, Élise, est jaloux de l'île du Prince-Édouard, puis Normand a fait le point de dire qu'on a eu la chance récemment de travailler avec l'île du Prince-Édouard, les données de l'offre et la demande, pour vraiment les mettre ensemble pour regarder quel portrait on peut peindre, quelles recommandations on peut faire. Puis c'est présentement dans les mains d'Élise, mais quand ce rapport-là sera disponible, j'ai envie de dire, je pense que c'est une lecture qui va faire plaisir à tout le monde autour de la table. Oui, qui va sûrement faire des petits. Hein? Oui. On l'espère dans d'autres provinces, un peu partout au pays. Et peut-être, comme le souhaite Annie, une carte nationale. Donc, peu importe on est où au Canada, notre carte nous suit, on déménage, on est en vacances, il y a un petit pépin, ben on a nos données sur ça. Et j'ai envie de poser la question parce que on en parle des données même à travers la rencontre des ministres de la Santé qui avait lieu à Vancouver. Ça a été un sujet très important parce que une des conditions, en fait, que le gouvernement fédéral, le ministre Duclos a dit hier en rencontre ou avant-hier, non, je pense que c'est hier,
il a dit que lui souhaitait avoir accès à des données. Et ce que Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, lui a dit, ben il y a un Google Drive, là, et les données sont sur le Google Drive. Mais n'empêche, il y a quand même des conditions attachées aux données. Est-ce que vous avez parlé de ça un peu, cette discussion-là, Madame Desaulniers? Oui, absolument. Absolument, que c'était justement une occasion de le faire. Puis ça avait même été une des conditions de succès qui avait été mis dans la programmation de la SSF, dans la stratégie de données, de dire il va falloir qu'il y ait des incitatifs puis les incitatifs, ça peut être positif comme négatif, mais il va falloir, c'est ça, un peu qu'il y ait du leadership au niveau national pour que ça se fasse dans les provinces. Parce que dans plusieurs des provinces, la question linguistique découle du fait qu'il y a une loi sur les langues officielles au niveau fédéral. Là. Ça découle de ça. Il faut que je pense à Barbara, il faut que les bottines suivent les babines. Donc oui, on a parlé de ça, que c'était une occasion, puis que ça prenait ces leviers-là. Puis ça s'inscrit dans les, je cherche le mot depuis tantôt, dans l'advocacy que la SSF fait depuis longtemps, de s'assurer qu'il y a des conditions de rattacher à ces transferts de fonds. En tout cas, ça reste à voir s'il y aura, parce qu'on a l'impression que dans ces rencontres-là, il y a beaucoup de renvoi de la balle. Hein? On veut plus d'argent d'un côté, on veut plus d'imputabilité ou de restrictions, si on veut attribuer les fonds, mais en même temps, c'est un peu difficile. Je comprends un peu les provinces de dire, c'est tellement différent d'une province à l'autre, on peut pas, mais en même temps, est-ce qu'il peut y avoir un modèle pour chaque? C'est compliqué, puis pour nous, les gens qui ne sont pas dans le milieu de la santé, on a de la difficulté. Moi, je parlais pour moi, là, je ne parle pas pour vous parce que vous êtes dans le domaine de la santé, mais pour les gens, le commun des mortels, nous qui voulons des soins, voulons de l'accès, voulons des services dans notre langue, tout ça de choses, on regarde ça, on se dit arrêtez donc de juste vous renvoyer la balle comme ça, puis trouvez-la la solution. Je sais que ça semble un peu simpliste, là, mais il me semble que c'est aussi un peu de gros bon sens pour le commun des mortels. Tu sais. J'ai envie, merci beaucoup, Madame Desaulniers. J'ai envie de me retourner un peu vers Élise, qui était la superstar avec la carte santé. On en parle beaucoup. Élise, parlez-moi un peu de votre expérience au cours de la séance. Mais c'est le fun de voir ça tout arriver parce que nous, on s'est beaucoup guidé sur ce qui se faisait, par exemple, en Ontario. Ça faisait un bout de temps que Jacinthe et son équipe collectionnaient des données. Puis, ils sont beaucoup plus forts au niveau de, leur capacité. Tu peux garder par institution. Puis, on s'est vraiment inspiré de ça. Puis, on s'est inspiré aussi des dossiers leviers que la Société santé en français. Puis, sur le terrain, on voyait qu'on n'est pas capable d'avancer sans ces données-là. Puis, c'est le fun de discuter avec les gens qui font de la recherche, regarder comment est-ce que les lois impactent ça, comment est-ce que ça impacte les ressources humaines, puis voir un petit peu partout le travail que les gens font sur cette thématique-là, puis d'être capable de revenir ensemble, puis de mettre ça ensemble, puis de voir les progrès. Parce que je pense au début, on a probablement pensé qu'on visait gros, comme la SSF, qu'on voulait ces choses-là. Puis, mais si chaque partie, puis si chaque groupe fait sa part, à un moment donné, tu vois que ça accélère, ça va accélérer les progrès, puis à mesure qu'on aura plus de recherches, parce que beaucoup de personnes vont mentionner, il y a très peu de recherches qui existent là-dedans, le travail commence juste vraiment, puis c'est le fun de voir tout ça arriver, puis ensemble, puis de voir, moi j'ai hâte de discuter davantage avec Ivy, par exemple, pour
parce qu'on a l'intention d'approcher nos ordres professionnels ici, de regarder comment est-ce qu'on peut, tu sais, puis j'ai le goût de travailler avec d'autres gens pour voir comment est-ce qu'on peut faire progresser ça ici. Parlez-en justement, Élise, parce que j'ai noté ça aussi, parce que je suis arrivée à la fin de la séance, alors que je revenais des autres séances, et je trouvais ça très intéressant de parler de l'ordre des professionnels. En fait, je pense que c'est Charles aussi qui disait que lui, en tant que physiothérapeute, il disait, tu sais, ce serait cool que, en fait, ce serait même essentiel ou même extraordinaire de savoir que les gens puissent consulter les ordres professionnels et être capables de dire, ben, moi, j'ai besoin d'un physiothérapeute, je suis francophone, je me cherche un physio francophone, et que les ordres professionnels puissent divulguer cette information, rendre public les langues maîtrisées par certains professionnels. Et là, on parlait un peu de l'accès à la vie privée, comme quoi, ben, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas divulguer. Mais vous, je pense que c'est vous qui avez dit, Élise, les gens peuvent avoir le choix, cocher, je veux divulguer, je ne veux pas divulguer. Il me semble que des fois, on dirait qu'on essaie de faire trop compliqué quand ça peut être si simple. Oui. Puis tu sais, nous autres, la question d'approcher les ordres, je sais, comme la Société Santé en français, on a fait du travail probablement peut-être 10 ans passés ou 15 ans passés, mais on était peut-être avant notre temps en ce moment-là. Mais maintenant, c'est peut-être le temps de reprendre, tu sais, cette discussion-là, puis de rétablir des contacts avec les ordres, puis tu sais, nous autres, à un moment donné, on avait signé des ententes de collaboration avec les ordres à Lille. Il y en avait 4 qui étaient d'accord, qui seraient intéressés de participer à la collecte de données puis des affaires de même. Mais on n'était pas armés comme Conestar avec des données puis des recherches puis des choses comme ça. Mais je pense que, tu sais, si on reprend le dossier avec les ordres, puis on sera beaucoup plus en mesure de vendre, tu sais, l'idée de l'importance de faire ça. Puis, tu sais, encore là, si on fait chacun nos petits efforts dans chacune de nos provinces avec l'appui de la SSF, puis l'appui des chercheurs, puis l'appui de CARAI, à un moment donné, les gens vont écouter, puis on va commencer à voir des gens qui embarquent, puis lorsque le monde embarque, puis le monde voit le potentiel, là, je pense qu'à date, on n'a pas vraiment eu de résistance. Parce que je pense que de plus en plus, les ordres réalisent que ça fait partie de la qualité des soins, ça fait partie de la sécurité des clients. Puis, tu ne peux pas... Puis tout l'aspect de l'expérience des patients, toutes les relations de travail. Puis, il y a la population vieillissante. Je pense à l'histoire de ma grand-mère qui est allée se faire soigner dans un hôpital où elle a eu des services en français, où mon grand-père m'a même parlé de ça hier matin quand elle a passé la nuit là-bas et tout ça. Et elle va bien, soit dit en passant, mais pour la population qui vieillit, on parle que le Canada, je pense que c'est en 2035, ça va être au-dessus de 50% de la population. Ça va être 35% de la population ou plus que ça. En tout cas, je me souviens plus de la donnée, mais c'est comme une donnée. C'est une donnée vraiment inquiétante si on a des aînés qui peut-être sont bilingues ou comme ma grand-mère, baragouinent un peu l'anglais et tu arrives à 90, 88 ans puis tu as un peu de difficulté à parler, à t'exprimer en anglais. Puis là, tu es vulnérable, tu es malade. Puis surtout dans nos vieux jours, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les aînés là, qui ont la chance de ne pas vivre une petite maladie ici et là, un cancer, des problèmes de cœur, tu sais, bon. Alors, je pense qu'on est rendu là, puis je pense qu'avec c'est un bel argument de dire que, bon, avec la population vieillissante, peut-être qu'il est temps qu'on fasse ça pour aider justement cette portion-là plus vulnérable de la population. Puis la perception, pour longtemps, c'est que, tu sais, les personnes, les francophones, mais ils parlent anglais de toute façon. Oui, c'est ça. Avec l'arrivée en masse, puis nous autres, on avait une augmentation de 12,4% de la population immigrante, on se rend compte que c'est pas seulement la langue française. Il y a des barrières au niveau de la communication, au niveau de plusieurs autres cultures. Donc, tout d'un coup, cet agent-là devient important, puis il faut qu'il soit adressé par mon système. Ça fait, je pense que le timing est beaucoup mieux pour vendre ça. Puis avec une initiative comme la carte santé, par exemple, tu peux le faire pour la population francophone, mais tu le fais également pour des autres langues. Oui, c'est ça. Je pense un bel outil. Ouais.
Merci, Élise. Merci. Toujours un plaisir de vous entendre. Et puis, écoutez, on va se diriger vers la dernière séance qui est Enjeux et défis de l'ordre et de la demande de services de santé en français en contexte minoritaire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un du groupe veut se faire un peu porte-parole. Oui, écoute, moi, je vais prendre la parole. C'est Nathalie. Bon, allez-y, Nathalie. Je faisais l'animation, puis je voulais prendre la parole simplement pour dire que on aurait dû corriger le titre parce qu'on a vraiment parlé d'offres de services de santé. Pourquoi? Puis là, on a commencé fort la rencontre en se rappelant, mais pourquoi est-ce que c'est important l'offre de services de santé? On a ramené Boucard Diouf, puis comment est-ce qu'il avait été touché par la dame par rapport à l'hôpital Montfort, toute la mobilisation autour de Montfort. Puis, après ça, bien là, je vais laisser les 4 panélistes nous raconter un peu, ou les personnes qui étaient présentes, mais pour dire que du côté de la recherche, c'est très, très vivant, toute la recherche qui se fait autour de l'offre des services de santé en français, comment, pourquoi, quand, où, par qui et tout ça. On est entre bonnes mains. Du côté des outils aussi, pour l'offre des services de santé, que ce soit au niveau du CNFS, du Consortium national de formation en santé avec le Carrefour sur l'offre active, qui va sous peu lancer un certificat d'attestation. Oh là là! Et puis, on a aussi, bien entendu, eu Diane Quintas avec son histoire de la petite Adèle, mais aussi qui a tout démontré les statistiques de ce qu'ils ont développé comme formation en offre active et adaptée, et qui ont réussi à rejoindre un public non seulement francophone, mais aussi à former une majorité de professionnels de la santé, de gestionnaires et tout ça, anglophones. Donc, tu sais, si on veut parler d'offres de services de santé, oui, il faut former nos gens à développer des compétences pour le faire, mais il faut aussi que les collègues anglophones soient sensibles, soient conscientisés à la question d'offres de services de santé. Fait que moi, puis on a fini avec une bonne note. Terre-Neuve et Labrador, Jacqueline Higgins, qui nous a partagé l'initiative des navigatrices, navigateurs en santé dans son coin, où est-ce que les francophones sont très minoritaires, 1% seulement. Puis en plus de ça, dispersés. Terre-Neuve, Labrador, c'est magnifique là, comme province, mais OK qu'on s'entend que c'est immense, là. Fait que tu es 1% de la population, puis tu es distribué partout. Mais moi, je me tais, puis je laisse les autres personnes. Tu vois, c'était très dynamique, très engagé, les présentations. Bravo à nos 4 panélistes. Oui, c'était super. J'ai eu la chance d'aller faire mon petit tour à un moment donné. Merci, Nathalie. Est-ce que Jacinthe, Elissa, Diane ou Jacqueline, vous voulez renchérir? Peut-être. Il y aurait eu de parler aussi de sécurité linguistique là-dedans. Comment est-ce que parfois, il y a des francophones qui pensent que peut-être qu'ils ne parlent pas suffisamment bien français, donc ils ne s'avanceront pas. Tu sais, on parlait de ça là, dans le panel précédent. Comment ça se fait que des gens ne s'avancent pas nécessairement? Fait que ça aussi, là, tu sais, on avait une liste de questions potentielles là, pour animer la discussion, mais là, on a presque pas touché ces questions-là, mais c'est peut-être que là, en plénière, il y a des gens qui auraient peut-être le goût d'ouvrir cette petite porte-là de sécurité ou d'insécurité linguistique. Je lance ça comme possibilité. Oui, merci Nathalie. On a pas... Oui, allez-y, identifiez-vous. C'est Diane Quintas. J'allais peut-être juste dire, bon résumé, Nathalie, je pense que ça résume très bien ce qui s'est passé. Mais j'aimerais rajouter aussi, tu sais, je trouvais ça intéressant quand j'écoutais Jacinthe parler, puis de l'offre, puis de la demande, puis des statistiques, puis de l'utilisation, puis tout ça. On a parlé des données aussi, tu sais, puis de l'importance d'avoir des données pour assurer une offre active. Puis tout tourne autour, tu sais, les deux vont main dans la main, puis travaillent ensemble. Puis si on veut vraiment être capable d'assurer une offre de service en français, il faut qu'on sache c'est qui les patients, tu sais, à travers la carte santé, c'est qui les professionnels, c'est quoi les capacités du système, puis comment est-ce qu'on fait ce jumelage-là entre la capacité et les besoins sur le terrain. Fait que je trouve ça intéressant que c'est un sujet qui revient beaucoup, puis
Puis vraiment, où ce qu'il faut, si on parle de planification des soins puis de services sur le terrain, c'est là qu'il faut miser nos efforts. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un veut ajouter rapidement? Il nous reste quelques minutes. Ouais, peut-être Jacinthe, tu peux ajouter, rebondir sur ce que Nathalie disait au niveau de l'insécurité linguistique, puis aussi de sensibiliser les anglophones. Je pense que la simulation, c'est vraiment un outil intéressant pour que les anglophones qui sont bilingues se développent la confiance d'être capables de parler en français. C'est ça dans nos programmes à l'École des sciences de la réadaptation, nos programmes sont offerts seulement en français, mais avant, quand on n'était pas si orienté, offre-active, les étudiants pouvaient faire des stages un peu dans les domaines qu'ils voulaient. Donc, souvent, ils pouvaient se retrouver, les anglophones pouvaient se retrouver seulement en anglais, puis les francophones seulement en français. Maintenant, on s'assure que tout le monde va faire un stage en français ou au moins en milieu bilingue, puis on s'assure de les préparer, en tout cas en ergothérapie, par des simulations, puis même dans d'autres programmes. C'est juste que je ne veux pas les nommer, je ne connais pas exactement tous les programmes, mais on s'assure de les préparer par des simulations où ils doivent faire des entrevues en français puis des entrevues en anglais. Donc, même nos anglophones qui sont assez bilingues pour suivre le cours en français, avant, ils ne se sentaient peut-être pas toujours assez bilingues pour vraiment intervenir en français, mais là, ils sont préparés par des simulations dans nos programmes. Puis, ce qu'on cherche, nous, c'est de l'élargir, cette formation-là par simulation à des programmes anglophones aussi. C'est sûr que c'est important parce que il n'y a pas assez de monde qui étudie en français là, pour combler tous les besoins. Il y a des francophones qui étudient en français puis ils ont besoin aussi de cette pratique-là pour se sentir à l'aise. C'est un très bon point, Jacinthe. Puis je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose parce que la communauté anglophone, c'est pas notre ennemi. Ce sont des alliés. Très souvent, ce sont des alliés. Mais je pense que vous avez mis le doigt sur un peu de timidité. Il y a toutes sortes de choses qui expliquent comment un anglophone peut se sentir par rapport à s'exprimer en français. Et puis, je pense qu'on a tout à gagner à leur tendre la main et à les encourager, justement, comme vous le faites avec ce si beau programme. Alors, merci d'avoir partagé ça. C'est super de savoir qu'il y a cette possibilité-là de faire des stages en français, d'encourager justement de développer cette compétence même chez les anglophones. Je sais que de la simulation Ici Enfants Saskatchewan aussi, il y avait eu une présentation à la SSF là, dans un des webinaires, Nathalie, un programme qui se faisait, je pense, en Saskatchewan avec des étudiants en médecine qui étudiaient en anglais, mais qui pouvaient parler français. Donc, en se préparant à faire des entrevues, en la faisant, en simulant, ils développent cette confiance qu'ils ont besoin. Merci beaucoup, Jacinthe. C'est tout le temps qu'on avait pour cette plénière parce qu'on doit se préparer pour les 20 ans de la SSF. Donc, une belle célébration. On vous invite, bien entendu, à vous joindre à nous dans moins de 15 minutes. Le temps de vous dire aussi qu'il va y avoir de l'interprétation simultanée au 5 à 6. Alors, si vous avez besoin d'interprétation, ce sera disponible pour le 5 à 6. Et puis, écoutez, on se retrouve dans moins de 15 minutes pour célébrer les 20 ans de la SSF. À tout de suite!